Alors, première chose que je voulais vous signaler, c'est une initiative de Bing. Une fois n'est pas coutume, qui, je l'espère, va être reprise rapidement par Google. Bing a une manière d'envisager tout ce qui est crawl et indexation qui est un petit peu innovante et qui est un petit peu euh, différente de celle de Google. Et récemment, Fabrice Canel, qui est un Français qui est à la tête de l'équipe qui gère tout ce qui est crawl et indexation chez Bing, a décidé de faire mieux que simplement lancer une API de soumission d'URL, ce qui était quelque chose d'assez classique dans les moteurs de recherche et qui a historiquement existé chez pas mal de moteurs grand public, mais de carrément développer une API de soumission de contenu. Donc ça veut dire en fait que grâce à cette API, si vous avez par exemple un blog WordPress, puisque il y a des extensions qui existent pour arriver à pousser votre contenu directement au moteur de recherche pour indexation par le biais d'une extension WordPress, eh bien, vous n'aurez pas à attendre le passage du bot de Bing pour que cette indexation soit réalisée, mais vous aurez la possibilité d'avertir Bingbot de l'existence d'un nouveau contenu à indexer et vous lui enverrez directement les contenus sans avoir besoin d'une exploration classique. Donc ça a beaucoup d'avantages. Je vous laisse imaginer effectivement ce que ça veut dire lorsque on a par exemple des sites qui ont des contenus qui évoluent beaucoup, comme des sites éditoriaux qui parlent d'actualité. Eh bien, ça permet d'avoir en permanence des informations fraîches. C'est vrai aussi pour tous les sites qui ont des changements de prix, par exemple, sur leur fiche produit extrêmement rapide. Ça permet d'avoir des fiches produits donc toujours à jour. Voilà. Et donc, Bing essaye en ce moment de convaincre Google de les suivre sur cette initiative. Donc, on n'a pas encore de nouvelles concernant Google, mais bon, il semblerait qu'ils aient déjà répondu à Bing que c'était quelque chose qu'ils pouvaient éventuellement envisager dans un avenir pas trop lointain. Donc, affaire à suivre. En tout cas, c'est effectivement une initiative intéressante qu'il faut saluer, qui a été présentée dans le détail au cours de l'événement SearchWhy qu'on a organisé donc début juin. Alors, ces temps-ci, on a une succession tout à fait inhabituelle de mise à jour de l'algorithme de classement de Google. Jugeons plutôt, donc fin avril, on a eu la Product Review Update. On a eu plusieurs mises à jour non confirmées en mai, mais des mises à jour qui visiblement ont fortement impacté les pages de résultats. On a eu bien sûr la mise à jour qui a été annoncée officiellement, la Core Update de juin. Une autre mise à jour officielle, mais beaucoup plus limitée, qui s'appelle la Predator Update, je vais expliquer après ce que c'est. Bien sûr, la très attendue Page Experience Update qui a été lancée mi-juin. Et on a eu, aux surprises, deux spam updates à une semaine d'intervalle. Donc, c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et puis là, on vient de subir à nouveau la deuxième mouture de la Core Update de juin qui était annoncée pour passer en juillet. Et ça a été lancé quelques heures après la bascule entre le mois de juin et le mois de juillet. Donc, pas attendu longtemps. Alors, la Product Review Update, c'était quoi? Eh bien, en fait, si vous avez un site qui propose comme contenu des comparatifs entre produits, des tests de produits et services, eh bien, Google a décidé qu'une partie de ces sites ne présentait pas une valeur ajoutée suffisante, que ça encombrait en quelque sorte leur page de résultats, et ils ont développé une partie de l'algorithme qui est chargée de faire la chasse aux sites de ce type-là à faible valeur ajoutée. Donc il y a eu pas mal de mouvements sur ce secteur. Donc les requêtes qui sont liées aux comparatifs, aux tests sur les produits et sur les services. Il y a beaucoup de commentaires pour dire que c'était sur les produits, mais il ne faut pas se fier au nombre. Product Review Update, dans les produits, il y avait aussi les services. Les conséquences ont été assez sensibles pour les sites de ce secteur.
Alors en mai, on a eu toute une série de mises à jour. Donc, là, début mai, mi-mai, et surtout sur la fin mai, donc sur la période du 20, 21, 22, 23, on a eu une période où les pages de résultats ont connu beaucoup de changements dans les classements. Alors ça ressemble donc une fois de plus à une mise à jour des données de qualité. Donc dans les updates Phantom depuis donc maintenant 3 ans, on a régulièrement ce genre de phénomène où des sites qui présentent des problèmes de qualité aux yeux de Google remontent ou baissent dans les classements selon les réglages choisis par Google. Donc là, ça a été un mois de mai extrêmement agité dans les pages de résultats. Donc si vous avez subi une hausse importante ou une baisse importante, notamment sur cette semaine-là, entre le 20 mai et le 23 mai, c'est peut-être dû à ces mouvements liés à une update Phantom. Alors en juin, on a une update officielle, la première depuis décembre 2020. Alors Google n'a pas été très prolixe sur les informations concernant cette update. Hein. Là, pour l'instant, même avec le recul, on a du mal à comprendre est-ce qu'il y a une catégorie de sites qui a été plus impactée que ça, quelles sont les requêtes sur lesquelles c'est intervenu. C'est quand même assez divers, donc c'est probablement quelque chose d'assez, comment dire, d'assez générique en fait comme type de modification. Alors Google a annoncé quand même qu'ils n'allaient pas pouvoir lancer l'intégralité des mises à jour qu'ils comptaient faire, qu'ils allaient découper donc la mise à jour en 2 phases. Une première phase début juin et une deuxième phase en juillet. Alors ça, c'est probablement dû au fait qu'ils s'étaient retrouvés avec une roadmap dans lesquelles il y avait énormément de changements et de mises à jour à intégrer, puisque notamment dans la roadmap, la Page Experience Update, qui était censée être lancée en mai, a été repoussée pour des raisons qu'on va évoquer. Le résultat, c'est que, plus les spam updates, il fallait donc rajouter une mise à jour supplémentaire, et c'était peut-être beaucoup pour le mois de juin, avec une mise à jour majeure, une core update, qui allait s'étaler sur 2 semaines. Donc ils ont probablement décidé d'éviter que cette première mise à jour prenne trop de temps et empêche en fait de remplir le calendrier pour les autres mises à jour. Alors il y a eu une petite mise à jour sur laquelle Google a communiqué, qu'ils ont appelé la Predator Update. Donc l'impact est hyper ciblé. En fait, l'objectif, c'était d'arriver à déclasser automatiquement des sites pratiquant le chantage au retrait de pages diffamantes ou infamantes. Donc là, clairement, si il y a quelque part donc des personnes qui ont mis en ligne des contenus qui peuvent être vrais ou faux, mais qui peuvent être considérés comme diffamants ou infamants, donc il n'y a pas forcément la même loi qu'en Europe partout. Hein. Donc Google n'avait pas jusqu'ici de système permettant de faire disparaître ce contenu des pages de résultats sur des requêtes sur des personnes. Donc il était grand temps que Google se saisisse du problème, mais ils le font de manière automatique et semi-automatique. Donc ça veut dire qu'on ne va pas voir complètement disparaître du jour au lendemain ces contenus des pages de résultats de Google. En Europe, on a le droit à l'oubli, donc ça veut dire qu'on est capable de forcer Google à faire retirer ces contenus grâce à des actions s'appuyant sur un texte législatif. Donc c'est un petit peu plus contraignant pour Google. Alors on a eu enfin, donc mi-juin, le lancement de la Page Experience Update. Alors c'était prévu en mai depuis mai 2020. Hein. Mais il s'avère que sur les dernières semaines précédant la date de lancement prévue, il y a eu quelques ajustements qui ont dû être faits sur la manière de mesurer les Core Web Vitals. Et donc ça rendait probablement très peu réaliste la possibilité d'avoir assez de recul sur ces nouvelles mesures pour en tenir compte dans le déploiement de la Page Experience Update.
Donc, ils ont repoussé le lancement d'un mois. Donc, alors cet annoncement, hein, le déploiement va être progressif de mi-juin à fin août. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur les différentes étapes du développement. Ce qu'on sait, c'est que dès maintenant, par exemple, il y a des impacts sur le carrousel AMP, hein, par exemple. Les pages qui sont choisies dans ce carrousel-là ne sont plus uniquement des pages AMP, mais toute page qui va être considérée comme extrêmement rapide. Donc ça, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on mesure un impact important suite à cette Page Experience Update, y compris pour des sites qui ont des problèmes d'indicateurs de Core Web Vitals? Pas du tout. En fait, l'impact est très très ténu, quasiment indétectable. On voit quand même un petit impact dans les outils qui mesurent la volatilité des SERPs. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas travailler ces aspects de web performance et d'expérience de recherche? Forcément, c'est important, donc faites-le. C'est utile dans l'absolu. C'est pas parce que, je dirais, ça ne chamboule pas les classements dans Google que ça n'a pas un impact sur vos conversions et sur, je dirais, l'expérience utilisateur et donc la façon dont vos utilisateurs considèrent le site. Alors, sur la page expérience, hein, sur l'expérience de recherche vue par Google, il y a un nouveau rapport dans la Search Console qui donne non seulement donc les informations qu'on avait avant sur les Core Web Vitals, mais carrément des informations nouvelles sur l'état de santé de votre site par rapport à cette logique de page experience. Et donc là, on a toutes les situations possibles. Votre site peut être très bien considéré, comme celui qu'il a cité en exemple, 74% d'URL avec une page expérience considérée comme bonne. C'est un très très bon score. Et puis je vois aussi beaucoup de sites qui aujourd'hui ont des scores de 0 URL avec une page expérience correcte. Et c'est le cas de pas mal de sites. C'est beaucoup plus fréquent que d'avoir 75 ou 80% de pages qui remplissent toutes les cases. Donc c'est un rapport intéressant à consulter, parce que évidemment toute amélioration sur ces indicateurs-là est de nature à obtenir derrière des bons résultats, encore une fois, soit en termes de conversion, soit en termes de fidélisation, et aussi, s'il y a une grosse différence entre vous et vos concurrents, peut-être quelques gains de position sur des requêtes stratégiques pour vous. Alors, plus étonnant dans les updates, on a eu pour la première fois depuis 2014 une mise à jour qui concerne la lutte contre le web spam. Alors, si c'est étonnant, c'est parce qu'effectivement, donc la dernière mise à jour officielle de ce type date de 2014. La dernière mise à jour détectée comme étant une mise à jour de ce type sans être officialisée datée de 2017. On est quand même en juin 2021. C'était tout à fait inhabituel. Et là, en plus, ils en ont lancé deux, donc en très très peu de temps. Alors, c'est des mises à jour extrêmement ciblées. Si on va sur les forums Black Hat, on s'aperçoit que beaucoup n'ont pas vu véritablement plus d'impact que d'habitude sur leur site. Certains, par contre, donc sur ces niches, ont été très très fortement impactés. Donc là, on est vraiment sur une mise à jour qui a ciblé des types de sites particuliers qui n'étaient pas détectés avant. Voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose qui a produit de gros changements. Après, si on regarde un outil comme dans Rank Ranger, ici vous avez en rouge le niveau de changement qui a été produit par la mise à jour officielle du cœur de l'algorithme en juin. Là, le niveau de la Page Experience Update, là on voit qu'on est presque à un niveau normal, très comparable à ce qu'on avait fin mai. Et la Spam Update a un impact mesuré qui est inférieur ou égal à celui de la Page Experience Update. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a révolutionné énormément de requêtes.
Donc, ce qui veut dire qu'on va en continuer à voir fleurir les réflexions sur le fait qu'il y a bien eu une erreur de ce type, mais que les pages de Google sont encore remplies de web spam. Oui, alors en fait, Google communique beaucoup ces derniers temps sur le fait qu'ils améliorent en permanence la détection du web spam. On verra donc tout à l'heure quand on parlera de l'intégration du machine learning et d'IA dans les algorithmes. Donc il y a de plus en plus de web spam détectés, de web spam retirés de l'index, mais c'est le tonneau des Danaïdes, donc c'est donc Atlas et son rocher. Enfin, je veux dire, il y a toujours de plus en plus de web spam qui est produit, et il faut donc que Google soit en permanence en position d'apprendre à en enlever de plus en plus, et de parfois avec des types de spam qui sont différents. Alors ces derniers jours, on a connu une nouvelle mouture de l'accord update de juin, donc la deuxième partie. Donc là, on n'a pas encore assez de recul pour comprendre l'impact, mais il a été violent, il a été fort, il est égal, voire supérieur à celui de l'accord update de juin. Donc là, l'impact a été extrêmement rapide. Donc là, si vous avez dans les outils qui mesurent pour vous la visibilité, donc une forte baisse ou une forte hausse qui correspond donc à la date du 2 juillet en France, c'est probablement dû à l'accord update de juillet. Donc voilà les points que je voulais mettre en avant parmi l'activité récente. Alors, dans la plupart des cas, on a eu l'occasion déjà de traiter ces informations dans la newsletter de Nepper. Donc, si vous voulez vous abonner, il suffit de rentrer votre adresse mail sur la page d'accueil du site Nepper dans le formulaire qui est en bas. Et ça vous permettra d'avoir régulièrement dans votre boîte, dans votre inbox, des brèves, donc des tips également sur le SEO, sur le search marketing, sur le digital marketing, les dates de nos différents événements, et puis les vidéos et les activités de l'agence. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter si vous souhaitez avoir régulièrement des informations sur les choses qui ont changé dans les algorithmes des moteurs de recherche, dans donc le paysage de l'Internet. Ok, donc est-ce que vous avez des questions sur donc, ces sujets d'actualité, ou est-ce qu'il y a un sujet d'actualité sur lequel vous aimeriez avoir donc, un petit peu plus d'informations? Est-ce qu'on connaît le détail de l'accord update de juillet? Alors en fait, non, pas du tout. Hein. Ils n'ont donné absolument aucun détail, et on a très peu d'informations fournies par Danny Sullivan, le porte-parole de Google là-dessus. Les Googlers ont été interrogés, ils n'ont absolument rien voulu lâcher. Ça, c'est une caractéristique de plus en plus évidente. Google communique de manière officielle sur ce qu'il appelle les mises à jour du cœur de son algorithme, donc les core updates. Par contre, à chaque fois, donc on n'a absolument aucune information qui filtre sur la typologie des changements qui ont été introduits. Ça, c'est une nouvelle politique qui est assez pénible, parce qu'ils n'ont pas toujours fait ça. Donc, à certaines époques, on avait carrément accès à la liste de toutes les petites modifications qui étaient faites sur le site, et on pouvait suivre ça. Alors c'était souvent très technique, c'était souvent compliqué de se retrouver dans toute l'information qui était délivrée, mais au moins on avait l'information. Et là on l'a pas. Et donc là typiquement aujourd'hui, voilà, on est juste à une semaine de la mise à jour, et on n'a pas encore assez de recul pour arriver à avoir un pattern dans les changements. Alors, on a du recul sur l'accord update de juin, mais il y a eu tellement de changements depuis que c'est un peu difficile aussi de voir des patterns. Et ça, c'est une nouvelle réalité, c'est-à-dire que les mises à jour de Google ne sont plus aujourd'hui des mises à jour où la communauté SEO peut arriver
à déterminer exactement quelle a été la liste des sites impactés, quelle est la modification qu'il faut faire pour éventuellement remonter, etc. C'est devenu beaucoup plus difficile, et ça c'est dû essentiellement à l'évolution de la façon dont les signaux sont calculés dans le moteur de recherche. Mais ça, on va y venir dans une minute quand on va parler justement de l'introduction de l'IA dans l'algorithme du moteur de recherche. Bien, bah, merci pour cette question. Donc, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent, ces questions, en utilisant la fonctionnalité de questions-réponses de Zoom. Alors, je continue toujours sur les dernières nouvelles. Donc là, on a fini sur la partie update. Mum a été annoncé à Google.io. Donc ça, c'est un nouveau modèle de langue qui va remplacer BERT, d'après Google. Alors, je passe rapidement dessus parce qu'on va y revenir longuement dans la conférence qui va suivre. Il faut parler aussi de Flock et du fait qu'on a eu un report par Google de la date prévue pour la fin du support des cookies tiers par Chrome. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que au départ, Google n'était pas très partant pour arrêter le support des cookies parce que son modèle est publicitaire. Donc il a fallu que l'écosystème web se ligue pour faire passer donc une politique dans laquelle tous les navigateurs étaient en train d'annoncer progressivement l'arrêt du support des cookies tiers pour des raisons de respect des données personnelles. Google s'est senti obligé au bout d'un moment d'annoncer lui aussi la fin du support des cookies tiers au risque de pénaliser tout son modèle publicitaire, puisque en fait le principal impact, c'est que les outils traditionnels, type gestionnaire de bannières, type tous les outils de retargeting, ne peuvent plus fonctionner normalement sans l'utilisation de cookies tiers. Donc cette annonce a créé une course aux armements pour créer des alternatives, pour continuer à pouvoir produire des outils publicitaires permettant un ciblage correct des internautes. Donc, alors, il y a eu plein d'initiatives, beaucoup sont mornées aujourd'hui. Celle qui tient encore la route s'appelle Unified ID 2.0. Elle est menée par des acteurs de l'écosystème publicitaire du web. Et donc, on a eu une initiative de la part de Google qui est Flock. Alors, Flock, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui se base non pas sur l'identification du comportement d'individus, mais de cohortes d'internautes qui partagent le même comportement. Donc là, normalement, on a un certain respect des données personnelles, puisque les données individuelles ne sont pas conservées ou exploitées. On travaille sur des cohortes d'internautes qui ont les mêmes comportements. Alors l'outil fonctionne avec du machine learning, c'est de l'algorithme de clustering non supervisé qu'il y a derrière. Google a expliqué en fait comment est-ce que d'autres acteurs pouvaient rejoindre cette initiative et utiliser ces outils. C'est pas parce que c'est un petit peu sophistiqué que c'est compliqué à faire. Donc il y a eu quand même tout de suite des critiques qui sont levées pour dire que Flock ne permettait pas forcément une avancée dans le respect des données personnelles, puisque c'est trop facile de partir d'une cohorte. Alors normalement, chaque internaute va être identifié comme faisant partie de 33 000 cohortes différentes, d'après les derniers chiffres. C'est trop facile en fait, de croiser des données avec l'information sur l'appartenance à une cohorte pour arriver à traquer un individu. Donc il y a eu des remontées, des critiques de la part de pas mal d'acteurs du web, mais aussi des critiques de la part des autorités, comme les CNIL européennes,
en disant attention, cette initiative Flock n'est pas un progrès en matière de respect de l'e-privacy. Donc quand je dis que la plupart des acteurs du web sont contre, c'est une réalité. Hein. Donc WordPress a décidé par exemple que les fonctionnalités liées à Flock allaient être bloquées par défaut dans WordPress. Donc là, c'est évidemment quelque chose qui peut fortement contribuer à la non-adoption rapide de l'initiative. Même chose pour Amazon, qui a l'air d'avoir intégré un code dans l'ensemble de ses fonctionnalités qui empêche donc le fonctionnement normal de Flock. Donc ça, c'est intéressant. Alors, si vous voulez savoir si vous faites déjà partie des gens qui sont testés dans le cadre de l'initiative Flock, donc certains navigateurs Chrome, en fait, testent la mise en place de ces cohortes. Il suffit d'aller sur amiflocked.org et vous saurez si votre navigateur a été choisi parmi ceux qui font partie des expériences d'intégration de Flock. Alors, il y a peu de chances que ça soit le cas donc en France et au UK, puisque là, c'est des endroits dans lesquels les autorités locales ont émis de forts doutes sur la légalité de Flock. Donc voilà, donc là, ça veut dire que le support des cookies tiers est repoussé de plus d'1 an, au deuxième semestre 2023, et encore, donc maintenant qu'on a dit à Google, attention, votre dispositif n'est pas forcément la meilleure solution, il se garde la possibilité de repousser encore s'il y a un problème de conformité de la solution Flock par rapport notamment aux législations européennes et aux législations britanniques. Alors au passage, je signale que Google a quand même fait l'objet d'une amende record de la part de l'autorité de la concurrence française, donc 220 millions d'euros pour des pratiques anticoncurrentielles sur ces outils d'échange publicitaire, donc notamment Addix. Et ça, donc évidemment, c'est une première dans la mesure où en plus Google a franchement reconnu qu'il avait réellement utilisé ces pratiques-là et donc s'est engagé en fait un certain nombre d'évolutions et on va pouvoir voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, s'ils respectent leurs engagements. On a vu apparaître récemment un nouvel outil, donc dans la Search Console Insights. Alors, ce n'est pas du tout révolutionnaire, hein, c'est quelque chose qui combine des informations qui viennent de Google Analytics et de la Search Console. Ce qui est pas mal, c'est que il faut reconnaître que la Search Console est un outil qui nécessite une certaine compétence technique, une certaine expertise pour être interprété, consulté. Côté Analytics, Google Analytics n'est pas un outil non plus qui est forcément très accessible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tellement ça sort d'indicateurs et de métriques différents. Là, l'avantage, c'est que la Search Console Insights permet d'avoir toute une série d'informations très faciles à comprendre, très faciles à lire sur vos performances en matière de référencement. Donc voilà. Donc là, c'est typiquement un outil à mettre entre les mains des dirigeants, des services marketing qui ne sont pas forcément hyper experts sur les sujets de search marketing. Alors, toujours dans la Search Console, on a eu une grosse amélioration, c'est la possibilité d'utiliser des expressions régulières, des regex, pour arriver à filtrer des requêtes et ou des pages d'atterrissage. Donc là, je vous conseille d'aller voir sur le blog les quelques exemples que j'ai donnés pour savoir comment est-ce qu'on pouvait justement exploiter les regex pour, par exemple, mieux identifier les requêtes brandées, par exemple, ou comment identifier les requêtes longue traîne par rapport aux requêtes short-tail. Et donc, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles. Alors, on y arrivait en fait en important les données à Search Console dans Google Analytics et en utilisant les regex dans Google Analytics puisque c'était possible. Mais là, on peut le faire directement dans la Search Console. Et plus récemment, ils ont rajouté la possibilité de
de rajouter des règles avec des regex négatives. Et donc ça, petit à petit, on commence à avoir dans la Search Console des outils pour faire des analyses très très fines, sans passer par un export et l'obligation de faire des extractions à l'aide d'autres outils.